Bienvenue sur Believe Podcast. Je m'appelle Nada et ce podcast, je l'ai créé pour nous apporter une conscience et une perspective où l'être est à l'honneur et le faire à son service. Ma mission est d'aider à reprendre le contrôle de notre vie pour que expérience et désir authentiques soient alignés et comprendre comment naviguer notre réalité avec la relation à l'autre. Si comme moi, l'amour de soi, de l'autre, inconditionnel ou conditionnel est un beau bordel dans ta tête, mais que tu veux comprendre ce bordel, alors bienvenue sur Believe Podcast. Bienvenue sur Believe Podcast et merci d'écouter l'épisode. Tiens, je vais commencer par la fin. Si jamais, à la fin de cet épisode, tu as trouvé que c'était utile et que cette information mérite d'être partagée, surtout n'hésite pas à le faire autour de toi. Et puis aussi de le noter de manière à ce que ce soit plus visible sur les plateformes de diffusion. Voilà. Et dans cet épisode, en fait, j'aimerais parler de la phase quand on tombe amoureux et de l'alchimie qui se produit dans notre corps quand on tombe amoureux, et à quel point ça peut influencer notre comportement et à quel point ça peut influencer la manière dont on se voit, dont on se regarde. Pourquoi ? Parce que moi, pendant très longtemps, je pensais que tomber amoureuse, ça voulait dire que ça y est, quoi, je suis attirée par cette personne, je suis tombée amoureuse et il faut s'investir à fond dans la relation. Alors que la phase de lune de miel, en fait, ne nous permet pas de voir les red flags, ne nous permet pas d'avoir un super grand discernement. Donc, quand on est sorti de cette phase-là, c'est là où on se dit, mais j'avais même pas remarqué ça. Ah oui, je me souviens quand il me disait ça, quand il me faisait ça. Ou quand je me comportais comme ça, voilà. Quand on sort de cette phase-là et après dans une rupture, et même quand on est toujours dans la relation, on va dire, on revient à des comportements initiaux qui étaient là mais qu'on n'avait pas réellement vus. Et du coup, on est déçu. Mais sachez qu'il y a un gros rôle dans la chimie qui se passe dans notre corps et je pense que c'est important que je puisse le partager avec toi de façon à ce que tu sois informé. Une fois que tu es informé, tu en fais ce que tu veux, mais tu risques pas d'être dupe et tu pourras même plus renforcer tes choix en te protégeant, en te raisonnant. Donc, ce que je veux partager avec toi, c'est que quand on rencontre quelqu'un et qu'on est toute chose, quoi. On a l'appétit qui est coupé, on a le cerveau qui est en mode monopensée, qui est dirigé vers la personne qui nous attire ou la personne avec qui on vient de conclure, comme dirait Michel Blanc. Mais en tout cas, on est dans un état de transe. Voilà. J'avais même un prof qui nous disait que l'état amoureux, c'est comme si tu étais alcoolique et c'est comme si tu étais en colère. Ça veut dire que tu n'es absolument pas dans le moment présent. Tu es complètement voilé par un état émotionnel qui n'est pas dans la réalité de ce qui se passe autour. Et je pense que c'est complètement vrai compte tenu de l'expérience que j'ai pu avoir et je pense que tu diras la même chose compte tenu de l'expérience que tu as ou que tu as dû avoir. Et surtout, ce que je voudrais ajouter avant de commencer à expliquer cette chimie de l'amour, c'est de savoir qu'on a toujours essayé de se raisonner pour trouver un sens à ce qui nous arrive. Or, il y a un moment donné où il faut s'avouer que le sens, il dure 5 minutes, mais nos réactions prouvent le contraire. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est important de voir ce qui se passe réellement derrière nos réactions émotionnelles et que c'est par le corps, en fait, que l'on va assainir notre terrain, que l'on va clarifier notre vision, pour ne pas refaire les choix qu'on faisait auparavant et puis s'autoriser peut-être à tomber amoureuse tout en sachant que, attends, peut-être que je ne vois pas les red flags pour l'instant, mais je suis quand même là pour moi et pour les voir peut-être même plus tard ou peut-être même les entendre à travers mes amis. Et donc, étant donné que l'autre ne va pas provoquer ce qui se passe en moi, il va pas provoquer ma pensée, en fait. Personne ne peut provoquer ma pensée, c'est moi qui construis ma propre pensée. Et ma propre pensée, elle est engrainée dans mon cerveau à travers des chemins neuronaux qui automatisent mes réactions en fonction des événements qu'il reconnaît comme étant familiers. Donc, en aucun cas, l'autre va avoir une influence sur mon mode de pensée. En revanche, mon cerveau va reconnaître une familiarité qui va déclencher une pensée qui est déjà en moi. Donc, c'est super important de savoir ça. Personne ne peut
abuser de moi si je suis consciente de mes propres pensées. Et c'est hyper important de savoir ce que tu penses de toi. Et le travail sur les pensées est important. Donc voilà, donc le changement en fait d'attitude et de perception de la situation, il se fait vraiment en allant chercher l'émotion qui est derrière la réaction émotionnelle, de protection en fait. On a tendance ensuite, après qu'on soit blessé, après qu'on ait rompu dans sa relation, on a une phase où on n'est pas bien, où on est malheureuse, on ne sait pas vers qui se tourner, on ne sait pas où est-ce qu'on a mal dans le corps, mais on a mal. Sache que au bout d'un moment, on va essayer de se raisonner de manière à pouvoir reprendre le cours de notre vie, et ce qui est normal, sauf que c'est une phase de protection qui est nécessaire, mais qui ne nous aidera pas sur le long terme à pouvoir aller voir qu'est-ce qui est la source de mes choix, mon choix d'être resté, mon choix de ne pas m'être défendu peut-être, mon choix d'avoir toujours douté de moi. Donc c'est aussi une opportunité pour aller voir ça. Et qu'il y a un moment donné, pour avoir cette opportunité-là, il faut être ouvert au fait que tout passe par le corps au départ, pour ensuite envoyer un message au cerveau qui va créer un comportement habituel, quoi. Mais la réponse de l'authenticité qu'on recherche, elle se trouve justement dans l'émotion qui est derrière cette protection émotionnelle. Et donc, en fait, dans l'amour, ce qui se passe, c'est qu'il y a 3 domaines. Il y a la sexualité, il y a l'attachement et puis il y a l'attractivité. La sexualité, bon, c'est l'œstrogène et la testostérone. On n'est pas obligé d'être attaché, pas vraiment attiré, pour avoir une relation sexuelle. Là où je m'intéresse le plus, c'est par rapport à l'attraction et à l'attachement. Et il y a des hormones qui jouent un rôle énorme dans notre perception des choses. J'entendais Gabor Maté dans un podcast il y a pas très longtemps qui parlait de l'effet du mental, de l'esprit, sur notre manière de visualiser les choses. Il disait... c'est pas parce que je vois une femme que je suis excitée, c'est parce que je suis excitée que je vois une femme, que mon mental me met une image de femme. Et c'est pas l'inverse. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que ça renforce encore plus le fait qu'on est réellement dans la possibilité, dans le pouvoir, dans le choix de se dire « Ah, d'accord ». C'est pas l'extérieur qui me commande, c'est pas l'image qui me commande, c'est vraiment la sensation que j'ai en moi, que je dois aller regarder et à laquelle je dois faire attention. Donc, dans ces domaines-là, de l'attraction et de l'attachement, il y a 3 types de neurones, de neurotransmetteurs qui sont produits. Il y a la dopamine, il y a l'ocytocine et il y a la sérotonine. Ces neurotransmetteurs qui sont produits par des neurones, donc sont des hormones feel-good. Donc elles nous font du bien et elles contrôlent notre corps en envoyant des signaux depuis notre cerveau vers le corps avec l'aide des synapses. Les synapses, c'est ce qu'il y a au bout des neurones et quand en fait ces signaux sont envoyés de manière très fréquente, c'est-à-dire les signaux, ça peut être le texto du mec envers qui je suis attirée, s'il y en a très fréquemment, bah je vais avoir un shoot de dopamine. Et ça va créer une forme de dépendance quand c'est exagéré, bien sûr, mais la dopamine est nécessaire. Alors encore une autre référence dans le domaine de la neuroscience, Huberman, qui disait que en fait, il est important d'avoir un moment de repos quand on a achevé un succès ou quand on a achevé quelque chose. Quand je dis un succès, c'est pas youpla boum, j'ai réussi à me faire $1 million. Non, je suis pas en train de parler ça. Quand on a achevé quelque chose qui nous met en excitation et qui apporte justement cette sensation de reward, de récompense. Ah, je l'ai fait comme après le sport et tout. Il dit en fait que c'est nécessaire d'avoir un temps de repos après avoir sollicité la dopamine de manière à ce que quand on retourne dans une autre activité qui va nous demander justement un effort et qui va créer ce shoot de dopamine, on va ressentir la même sensation et ce sera pas un effet de levier où on va devoir faire encore plus d'efforts pour atteindre ce même shoot de dopamine qu'on avait à l'initiale. Donc voilà. Une autre remarque et une autre information que j'ai retenue par rapport à justement l'action de nos hormones. Alors je ne dis pas que être informé ça veut dire que j'applique ça de manière religieuse, mais en tout cas le fait d'être informé déjà me donne la possibilité de m'arrêter, de poser, de me dire ok ça vaut le coup ou pas.
Donc la dopamine, elle, c'est l'hormone de la récompense et on la retrouve dans l'hormone de l'attraction. Comme tout à l'heure, je parlais de ce fameux texto, des messages qu'on peut recevoir de la part de cette personne envers qui on a une attirance, quoi. Il y a ce shoot de dopamine qui arrive quand on a le bip de la notification ou le nom qu'on voit sur l'écran. Donc, et c'est les chemins neuronaux qui nous font sentir super bien. N'est-ce pas, quand t'as reçu ce texto, tu te sens super bien, t'as un sourire aux lèvres... Ça y est, ça y est, je vais beaucoup mieux. Et elle participe à cet état d'attraction. Donc on va passer, évidemment, pour avoir ce sentiment de feel good, cette dopamine, on va vouloir passer plus de temps avec la personne qui nous attire, et ce qui est normal. Donc ça va nous mettre aussi dans un état d'euphorie quand on est avec elle. On va se sentir en énergie, à tel point qu'on aura même une perte d'appétit, parce qu'il y a le cortisol qui joue aussi dans cette belle aventure de la phase amoureuse. On va même avoir du mal à réfléchir correctement, on va avoir du mal à dormir, on va avoir un sommeil qui ne va pas être très régulé, et c'est un peu normal. Donc ça, c'est l'effet de la dopamine, quoi. C'est dans le facteur attirance. Quand on reçoit des messages, quand on le voit apparaître, quand du coup on en a envie de plus, on a envie de plus le voir, on a envie de... Cette fréquence, on veut qu'elle augmente de plus en plus, quoi. Et moi, quand j'en parle, je me dis, waouh, donc ça doit être certainement une forme d'addiction aussi, quoi. Il y a eu une recherche qui a été faite sur 2000 personnes qui étaient dans un état amoureux. Ils ont remarqué que les zones du cerveau qui étaient activées étaient les mêmes que celles activées par les addictions au sexe, à la bouffe, au jeu, au shopping, peu importe, mais c'est les mêmes régions qui sont activées, et ils notent aussi qu'il y a un fort taux de dopamine. C'est super intéressant quand même de se dire, ok, donc ça marche aussi dans l'amour. Et oui, addicted to love. Donc voilà, ça c'est le rôle de la dopamine dans le facteur attirance. Et aussi, j'ai trouvé une recherche dans le Harvard Magazine, les recherches de Richard Schwartz et de Jacqueline Holtz, qui sont professeurs à Harvard et qui ont découvert que quand on tombait amoureux, il y a une variété de réactions physiques et émotionnelles qui sont déclenchées grâce à ces substances chimiques comme la dopamine qui se déclenche, l'ocytocine et la sérotonine. On a le cœur qui bat, on a les joues qui rougissent par exemple, on a les mains qui deviennent moites, on a une sensation en fait d'anxiété, et ça, c'est aussi la cortisol qui est l'hormone du stress. Elle augmente durant cette période et qui va en fait forcer notre corps à surmonter ou à gérer le stress. Et quand ce niveau de cortisol augmente, il y a le neurotransmetteur de la sérotonine qui s'épuise. Et la sérotonine, c'est quoi ? En fait, elle est impliquée dans la régulation des comportements, dans la régulation de l'humeur, dans la régulation de l'anxiété. Quand on a très peu de sérotonine, il est fort probable qu'on devienne anxieux, qu'on n'ait pas une humeur très agréable, qu'on ne soit pas super concentré. Si on est dans des études et qu'on n'arrive pas à se concentrer, on n'arrive pas à apprendre, ça ne rentre pas. Et il dit que les premières périodes, donc ces chercheurs, Richard Schwartz et Jacqueline Holtz, disent que dans les premières rencontres où on se sent, nerveuse, où on n'arrive même pas à réfléchir, sans déconner, on est en face de la personne, on veut dire quelque chose, on dit quelque chose de façon super maladroite, on a un comportement qui est hyper maladroit, on sait pas où regarder, on a un sourire qui est con, qui est béat, on sait pas ce que c'est, mais c'est incontrôlable en fait, on n'a qu'une seule envie, c'est de se casser, ou... on se dit mais qu'est-ce qui se passe là, je perds mes moyens. C'est l'effet des hormones quoi qui fait que notre corps réagit de cette manière-là. C'est la sérotonine du bonheur, vraiment du feel good, où je me sens bien, où je me sens reposée. Donc t'imagines une excitation dans une attirance, c'est évident que la sérotonine, elle n'existe plus. Et ce qui se passe, c'est que quand on a une baisse de sérotonine, ça va entraîner des pensées obsessionnelles, de compulsion. Donc on ne va plus être évidemment raisonné, mais on va être obsédé par notre objet de perception, et là pour le coup c'est le mec ou la nana, mais c'est le mec. Comme on a cette réaction d'obsession vis-à-vis de la bouffe par exemple, de sucreries ou des choses comme ça. Donc ça va être assez compulsif et qui va être associé aussi à l'engouement. Donc c'est ouf de réaliser que notre hormone feel good, elle baisse quand je suis dans un état amoureux, et que c'est ce qui va créer justement cet état un peu de compulsion, d'obsession, ce sentiment urgent pour l'engouement. C'est génial en même temps comme sensation, honnêtement. Enfin, je trouve ça assez dingue, quoi. Comme sensation, c'est comme si on me donnait
une pilule et wouh, ça m'amène dans des univers intérieurs, ça réveille des sens que je ne connaissais pas. Et la sérotonine, elle intervient aussi, évidemment, dans cette phase attraction de cet état amoureux. Et puis après, il y a celui qui m'a quand même assez frappée, c'est l'autre neurotransmetteur qui est l'ocytocine. Alors l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. Et elle est activée pendant cette période amoureuse, évidemment. Elle a un rôle hyper important dans la consolidation de l'attachement. Et elle est renforcée dans le contact charnel et elle est libérée dans les rapports sexuels, ce qui nous donne cette sensation d'être intime, mesdames. Donc c'est l'hormone de l'amour qui nous conduit au sentiment de sécurité, de calme, de contentement. Et elle se produit pendant le contact charnel, en fait, avec la maman. Alors dans un des bouquins de Gabor Maté, qui est sur l'addiction, je ne me souviens pas du titre exactement, mais je peux le mettre dans la description si tu as envie de le lire. In the Realm of Hungry Ghosts. Voilà. Dans le royaume des fantômes affamés. Maintenant, je ne sais, ça a été traduit en français. Et quel serait le titre? Bref, il expliquait que les personnes qu'il consultait, parce qu'il est addictologue, il ne pratique plus, il a dirigé un centre de désintox à Vancouver pendant une dizaine d'années. En fait, il décrit que la plupart des héroïnomanes vont chercher l'effet de l'ocytocine, qui est cet effet calmant du contact charnel avec la maman, parce que l'ocytocine se produit immédiatement lorsque le bébé est en contact avec sa mère. C'est magique comment la nature va nous amener à aller rechercher cette hormone-là, de calme, de sentiment de sécurité. Et d'après les retours des héroïnomanes, quand ils prennent l'héroïne, ils éprouvent cette sensation de sécurité, cette sensation de calme, cette sensation de sérénité où rien ne peut leur arriver, comme dans les bras d'une mère. Et je trouve ça super intéressant parce que je comprends maintenant pourquoi une de mes coachs avait dit si tu dois entrer dans une relation amoureuse avec quelqu'un, ne couche pas avec la personne immédiatement. Pourquoi? Parce que justement c'est à travers le contact charnel que nous, en tant que femmes, on va produire de l'ocytocine, d'autant plus que pendant le rapport sexuel, la progestérone est très active. Et donc, le fait qu'on ait une progestérone qui est très active, elle va encore plus activer l'hormone de l'ocytocine. Et c'est pour ça que nous, femmes, on est plus attachées aux hommes, contrairement aux hommes qui, eux, en fait, leur hormone baisse, donc ils ont moins d'attachement. C'est fou quand même, hein. Donc je pense que ça déjà, je trouve que c'est une information qui est hyper importante. Si tu penses que t'as peut-être couché un peu trop vite avec ce mec-là, peut-être que tu devrais te donner un peu de temps, non pas par principe, peut-être si tu veux au départ, mais sache que dans le corps, il se passe un événement où il va se produire de l'ocytocine, où tu risques d'être plus attaché et lui pas nécessairement tout de suite. Tu te dis putain mais franchement c'est pas cool, hein. Mais en même temps, c'est cool et c'est pas cool. Ça me permet quand même de revenir à moi, quoi. Encore une fois, comme je le partageais dans un autre épisode, quand on est né femme, on va dire du féminin, qui est plus développé que l'homme, sachant qu'on a les deux polarités. Mais la femme, c'est l'accueil, la femme, c'est la reproduction, c'est comme la terre. Donc, je pense qu'il est important de savoir ce qu'on a envie de cultiver dans notre terre intérieure. Et pour ça, on n'a pas envie d'avoir n'importe quel type d'engrais venir semer notre terre, quoi, ou une façon de parler comme ça, mais je sais que quand j'ai eu cette information, ça m'a remise dans mon élément, dans ma fonction en tant que femme, et à quel point c'est important que je me respecte. Je ne sais pas comment est-ce que ça va atterrir chez toi, mais en tout cas moi ça atterrit de cette manière-là, et pas par opposition, mais plus par honorer en fait ce corps qui m'a été donné et que je peux exploiter comme j'en ai envie, mais que j'ai décidé d'avoir un intérêt plus dans l'amour, dans la compréhension, que par principe ou par lutte ou quoi ou qu'est-ce. Alors revenons aussi, donc on a ces 3 hormones que je viens de vous présenter, tadam, qui sont en nous toutes. Et aussi je voulais ajouter que pendant cette période de phase amoureuse, que en fait toute cette production, cette activation d'hormones, ce qui se passe c'est que ça désactive complètement les chemins neuronaux qui sont responsables des ressentis négatifs, positifs. C'est complètement bloqué, du coup on n'a plus aucun discernement par rapport aux personnes qui sont autour de nous. On est en plein délire.
Tout comme l'alcool, on en profite, c'est bien. C'est un dosage d'hormones qui font que dans notre cerveau, on voit les choses de différentes manières, mais on n'est absolument pas dans un état où on peut avoir un super discernement. Et justement, c'est là où on ne voit pas les red flags. Cet état va durer entre 6 mois et 2 ans selon les recherches qui ont été faites autour de ça, où on va ignorer les red flags, où on va être plutôt sur un nuage, et ce qui est très agréable en fait, je le compare à une soirée où j'ai bu de l'alcool, où j'étais bien, où je me suis sentie légère, où je me suis fait un peu des vacances par rapport à moi. Et pas justement rentrer dans un état de codépendance que je vais assimiler à de l'alcoolisme. Il y en a un qui est agréable, qui dure un moment, et un autre qui en fait n'est pas agréable, qui est indispensable, mais on sait toujours pas ce qu'on fait, ça nous fait du mal, ça fait du bien, ça fait du mal, ça fait du bien, ça fait du mal. Donc c'est la suite en fait qui va définir si notre relation va être plus axée sur une base saine ou si elle va être plus axée sur une base plutôt toxique, et ça va vraiment dépendre de notre schéma d'attachement. Et donc pour connaître son schéma d'attachement, il suffit simplement de regarder les relations dans lesquelles on a été, et puis peut-être d'écouter les épisodes que j'ai sortis sur l'attachement anxieux et l'attachement évitant, qui va t'aider peut-être à cerner quelle serait ta dominante en général dans tes relations. La clé pour dénouer son type d'attachement qui peut être vécu comme un enfer, c'est-à-dire avoir cette peur de l'abandon, d'être complètement dépendant de l'autre, justement par peur de cet abandon. Le désespoir, la réaffirmation de notre impuissance, ou bien la colère qu'on peut éprouver. Donc c'est un amalgame d'émotions qui va jaillir à la surface de notre relation et qui va être géré comme on le peut, aussi bien nous que notre partenaire, évidemment. Et en fait, notre relation, c'est une reconstitution qui est compulsive. Donc, faut vraiment aller voir ça dans notre enfance. C'est super important d'aller regarder là-bas parce que on a beau essayer de se protéger en grandissant, en ayant des raisonnements intellectuels et cérébraux, sauf que la résolution, elle se passe pas au niveau du cortex préfrontal, au niveau du raisonnement, il se fait au niveau émotionnel, et d'aller voir quelles sont les émotions qui sont derrière nos réactions émotionnelles. C'est là où on va trouver notre authenticité, c'est là où on va pouvoir s'ancrer dans ce qu'on veut, dans ce qu'on désire réellement, dans la réalisation de nos rêves, parce qu'ils ne viennent pas de nulle part non plus, nos rêves, ils sont uniques à nous-mêmes. Et beaucoup de femmes d'entre nous sont freinées par leurs rêves, sont freinées par leurs désirs, sont freinées même par leur sexualité, à cause justement de ce conditionnement qui a été produit depuis notre enfance. Et c'est grâce à ce dénouement, à l'accompagnement, c'est grâce à la compréhension, à être en lien avec sa vulnérabilité, qu'on va pouvoir justement s'émanciper, qu'on va pouvoir être capable d'écrire ce bouquin qu'on rêve d'écrire, qu'on va être capable de créer cette entreprise qu'on a toujours voulu créer, de faire ce cours de danse qu'on a toujours voulu faire. C'est grâce à ça en fait. Et c'est pas anodin. Donc quand on rentre dans une relation, on reconstitue le même schéma qu'on a eu enfant. Et le but, c'est pas de le reconstituer, le but justement, c'est de pouvoir s'en libérer et de vivre avec détachement. Quand je dis détachement, ça veut pas dire sans lien, mais avec détachement dans le sens où j'accepte ce qui se passe et j'agis en conséquence. Voilà, j'ai envie de conclure par surtout ne pas avoir de jugement vis-à-vis de soi par rapport à ce qu'on a fait auparavant, par rapport aux décisions qu'on a prises, par rapport à ce qu'on a subi. Surtout pas parce qu'on n'est pas informé, on est mal informé, on est mésinformé, et c'est pas cool. Voilà ma réaction. Parce que si tu te reconnais ou si tu reconnais quelqu'un qui a ces caractéristiques-là, maintenant qu'on sait que par la simple volonté de vouloir changer les choses, ça ne suffit pas. C'est qu'il faut aussi se connaître de manière un peu plus intuitive et cerner nos réactions instinctuelles, accompagner nos pensées, accompagner nos réactions avec bienveillance. Et si tu ne sais pas, fais-toi accompagner. Au moins cet accompagnement va te transmettre la manière dont tu dois t'accompagner si tu n'as jamais su comment faire. Certains d'entre nous n'ont jamais été chez une gynéco, certaines d'entre nous n'ont pas été amenés à aller voir des médecins
par leurs parents. Donc travailler sur la peur de l'abandon, travailler sur son isolement, un isolement psychologique, ce qui nous amène à avoir une attitude de victime. Recréer un sentiment de sécurité avec les autres, recréer des liens qui soient différents, reconnaissants. Où commencent mes responsabilités? Où est-ce qu'elles s'arrêtent? Et ça, c'est des choses que moi, je ne connaissais pas avant. Ce qui m'était familier, c'est ce que j'acceptais. Et ça ne voulait pas dire que ma responsabilité s'arrêtait avant ça. Il a fallu que je l'apprenne. Et ça n'a pas été évident parfois, parce qu'on n'a pas envie de blesser les personnes qu'on aime. Mais le problème, c'est que le schéma revient toujours si on ne change pas. Alors tout va dépendre de ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que je veux? Alors peut-être le dire avec une culpabilité dans le ventre, les larmes dans les yeux, mais qu'est-ce que je veux? Et parfois c'est même très difficile de sortir qu'est-ce que je veux, parce qu'il y a une culpabilité énorme qui vit en nous de faire quelque chose qui est à l'encontre de l'attente de son entourage, que ce soit sa famille ou son partenaire ou ses amis. Parfois c'est très très dur, mais avec un peu de courage, ça se déclenche, la démarche se met en marche. Et au final, on finit par regarder en arrière et on se dit « j'ai bien fait, j'ai très bien fait ». Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère en tout cas que vous avez appris des choses. Si vous voulez, j'ai une méthode que je vais mettre dans la description, que tu peux télécharger, qui est une méthode qui m'a aidé à comprendre que je ne suis pas mes émotions, que je ne suis pas mes pensées, et à instaurer en fait cette méthode tous les jours, au quotidien, de manière à ce que je puisse réorienter mon cerveau et mon corps avec une méditation qui est livrée avec, à diriger mon cerveau à penser différemment, à diriger mon cerveau vers de nouveaux horizons, vers une curiosité nouvelle, vers une réalité nouvelle qui va servir mon accompagnement, qui va servir ma manière de voir les choses, qui va servir ma compréhension des choses, qui va mettre une distance entre moi et les événements et non pas m'identifier systématiquement par rapport à mes émotions. Comment faire pour ne pas m'identifier à mes émotions? Télécharge ma méthode et puis applique-la au quotidien et tu verras, le changement va se produire assez rapidement, c'est-à-dire au bout de 1 mois, et dis-moi ce qui se passe. Bon à bientôt et n'hésite pas à poser ton avis pour le podcast. Ciao! Merci pour ton écoute et merci pour le temps. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le noter. Tu permettras au podcast d'être encore plus visible et d'être un support à plus de monde autour de nous. À très vite!